Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Aujourd'hui à l'émission Les dessous de l'immobilier en Estrie, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Hélène Gravel de l'Hôtel à la Maison. Et sans plus tarder, nous allons démarrer l'émission avec M. Claude Hébert de Gestion privée de patrimoine Équipe Hébert. Bonjour Claude, comment ça va? Ça va très bien, toi-même Jean-François? Oui, ça faisait longtemps que je t'avais à l'émission. Claude, on va parler aujourd'hui d'économie, de bourse, l'indice de peur. Tu m'as amené cette idée-là ce matin. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine qu'on décortique ça un peu. Exactement. Il y a deux indices de peur sur lesquels on peut se suivre, si on veut. Le VIX qui est relié avec le S&P. Donc, quand le S&P va baisser, cet indice-là va monter. C'est un indice qui va expliquer un peu comment que le marché voit ça, la crainte des gens pour les 30 prochains jours, les gestionnaires, comment ils voient ça, les reprises. Donc, un des exemples qu'on peut donner, le 5 août 2024, il y a eu ce qu'on a appelé le carry trade. Bon, les Japonais pouvaient emprunter des yens à 0% d'intérêt, transformer ça en argent américain, puis acheter des actions. Donc, à un moment donné, le yen a pris de la valeur, ils ont ressorti leur action pour rembourser, pour avoir d'intérêt à payer. L'indice de peur a monté jusqu'à 60 dans la journée, il a fini autour de 35. Wow. Donc, on va voir. Là, si vous allez voir sur l'indice, mettons, le S&P, vous allez voir qu'il y a eu une baisse le 5 et le VX, lui, il y a eu une hausse. Donc, ça explique un peu comment les gens se sentent face au marché, là, la peur qu'ils ont relativement. C'est le niveau de confiance, en fait, des gens en général. Exactement. Du marché. Exactement. Il y a le VXN aussi, lui est relié au Nasdaq. OK. Donc, il y en a qui vont miser, on va dire, sur les indices boursiers, mais il y en a qui vont miser sur les indices aussi de peur. Donc, quand ça va pas bien, eux font des profits. Donc, c'est de vérifier un petit peu, voir comment le marché voit le futur pour nous aider des fois à prendre une décision, parce qu'on l'a vu le 5 août, le monde se sont mis à vendre. Ça a créé une panique, on va dire, un peu mondiale. Et c'était juste on va dire une situation qui a créé ça. En fait, ça se trouve être un indicateur pour les gestionnaires de portefeuille, c'est ça? En général, pour tout le monde, je te dirais. Ouais. C'est pas juste les gestionnaires, là. OK. Mais en réalité, donc pour monsieur, madame, tout le monde, là, tu t'occupes de mon portefeuille, je t'appelle, là, tu sens, là, je te dis, là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça n'a pas été nécessairement les 12 derniers mois un long fleuve, là. Bien, ça a bien été. L'année passée a bien terminé. Le début de l'année avait bien commencé. Ouais. Puis quand Donald Trump est arrivé, il a voulu mettre des taxes sur à peu près tout ce qui se faisait sur le marché. Puis on l'a vu, là, il y a quelques semaines, là, il a tweeté le matin, là, « It's a good time to buy ». C'est ça. Ouais. Et là, les régulateurs ne sont pas vraiment contents. Donc, le 16 mai, dans le fond, ils ont jusqu'au 16 mai, tous les politiciens, toutes leurs transactions boursières de plus de 1000 $, ils doivent les déclarer d'ici le 16 mai. Politiciens américains? Oui. Ah oui, OK. S'ils le font pas, ils ont comme une pénalité de 200 $. Là, donc, il y en a qui le feront pas, OK. mais normalement, ils sont obligés de le faire. Donc, il y a comme on va dire, une mini-chasse aux sorcières. Là, qui a fait quoi? Puis, on peut pas dire que c'est un délit d'initié, mais... Mais en fait, c'est quoi? Tu sais, peut-être le mot est fort, mais je trouve qu'à un certain moment donné, on dirait que le marché est manipulé. En fait, d'une certaine façon, tu vois ce genre d'histoire-là, puis tu sais, mettons, c'est quand même des gens qui détiennent une bonne partie des actifs. Ça met quand même à risque la retraite des gens qui écoutent ça. Là. Comment tu peux être sécurisé par rapport à tout ça? Bien, si en 2019, on avait passé Noël ensemble, ouais. là, je t'avais dit, Jean-François, là, dans les 2 prochaines années, il va y avoir une pandémie, on va être pris à la maison. Après ça, la Russie va attaquer l'Ukraine, ça va quasiment virer en guerre mondiale. Donald Trump va rentrer au pouvoir, puis il va faire baisser l'économie, on va dire volontairement. Tu fais quoi avec tes sous en 2019? Immobilier. OK. Bien. Ceux qui n'ont pas été investis dans les bourses auraient perdu des bons profits. Donc, c'est là l'importance d'être, on va dire, diversifié. Ouais. Donc, oui, il faut avoir une partie immobilier, une partie revenu fixe, une portion en action, et toujours rester. Donc, on regarde sur une longue période, le portefeuille fait toujours bien. Là, les gens veulent essayer de timer, on va dire, 1 ou 2 journées, on rentre dessus, on rentre pas. On l'a vu, Donald Trump a signé une entente avec le Royaume-Uni, avec la Chine, les marchés ont rebondi. Quelqu'un qui n'était pas là durant ce temps-là récupérera pas ça. Je comprends. Donc, les gens, on dirait qu'ils, sur une période, il reste 30 ans avant la retraite, là, ils veulent éviter juste les pires mois puis être là juste dans les bons mois, mais ça n'arrivera pas. On ne peut pas faire ça. C'est comme je te dis, d'ici les 30 prochaines années, tu vas juste acheter ton gaz une fois par année quand le gaz va être au plus bas.
Ça se peut que des fois, tu l'arrêtes au plus haut, des fois, tu l'arrêtes au plus bas. Tu ne pourras pas timer ça, dans le fond. Excusez-moi l'anglicisme. Mais c'est correct. Puis tu sais, je t'écoute, puis c'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu l'as répété plus qu'une fois, celle-là, parce qu'au final, le questionnement, l'interrogation, l'incertitude, l'anxiété des clients qui font affaire avec vous ou avec toutes les autres, c'est la même chose. Oui. Parce que là, c'était comme la tempête parfaite, mais au final, on voit que les choses vont probablement se déplacer. Puis, on regarde présentement, même en lien avec l'immobilier, je parlais avec des collègues ici à la station de radio. Ça fait 2 ans qu'on essaie de verbaliser ce qui se passe dans le marché. Ça fait 2 ans qu'on vit des hauts et des bas, mais malgré tout, le marché ne cesse de progresser. Oui. On a connu un pic du taux d'intérêt, du taux directeur. Là, on a une diminution. Oui. Puis en même temps, on parle d'économie, de marché boursier, parce que, selon moi, tout est interrelié. Bien, c'est important d'être bien diversifié. Donc, c'est pas d'être juste à une place seulement. Je donne un exemple. Une personne qui a un portefeuille, on va dire modéré, 40 en actions, 60 en revenus fixes, puis que lui-même va s'ouvrir un compte pour acheter des actions. Ouais. Puis là, il nous appelle, il dit « Hey, là, moi, l'année passée, j'ai fait 12 avec mes actions, puis avec vous, j'ai fait 8. Donc, je fais mieux avec mes actions. » Oui, mais ton portefeuille 100% actions, puis tu ne compares pas à la même chose. Donc, les gens ont tendance à mélanger un peu tout. Donc, il faut juste dire, c'est quoi ma tolérance, puis est-ce que elle est la même partout. Donc, quelqu'un qui a 3 portefeuilles à 3 places différentes, avec 3, on va dire, tolérances aux risques différentes, pas supposé avoir les mêmes rendements à la fin de l'année non plus. Là. C'est comme de dire, moi, il y a une place, je vais faire une course avec une Civic, avec l'autre, ça va être une course avec un 4x4, puis l'autre avec une Ferrari. Il faut juste comparer les pommes avec des pommes. Claude, on se parle là, entre nous. Il n'y a personne qui entend ce qu'on se dit, là, mais... Tu sais, je regarde, là, nous, actuellement, là, on a des gens qui arrivent là, puis qui commencent là, à se dire, ben, des nouveaux joueurs, là, on va décider de mettre nos actifs en immobilier. OK? On va y revenir tout à l'heure. Puis là, en fait, souvent, j'entends les gestionnaires nous dire « Ah, nous autres, malgré tout ce qui se passe, j'ai pas de clients qui ont perdu, tout va bien. » Mais en réalité, là, à un moment donné, quand le marché crash, là, c'est pas vrai que tout le monde a vu ça venir puis tout le monde a tiré bille au même moment. Là. Non, mais puis l'important, c'est de jamais sortir quand les marchés vont pas bien. Donc, ça a toujours été, ça va toujours être, ça va toujours rebondir. Si on veut acheter, je donne un exemple, tu as un portefeuille de X montant puis tu veux acheter un bateau. Ouais. Puis là, le marché baisse. Attends juste que le marché remonte. Ou, souvent, quand on l'a vu là, au début de la COVID, là, les taux d'intérêt diminuaient beaucoup. Ouais. On en a déjà parlé. J'ai un client moi, qui a acheté un Winnebago avec quasiment 0% d'intérêt. Au lieu de le payer avec son argent, ben, il l'a pris comme en paiement. Ouais. Puis maintenant, avec l'argent qu'il a fait, ben, il sort un peu de l'argent qu'il a fait, puis il paye, puis il n'y a pas d'intérêt. Tandis que s'il avait sorti ses sous, ben, les sous n'auraient pas repris. Exact. Donc, il y a toujours des manières de pouvoir... Il y a des véhicules. Il y a des opportunités aussi quand ça va pas bien. Là. Ouais. On a eu des taux d'intérêt là, pour les maisons là, très, très bas qu'on ne reverra probablement pas. Là. Dans les années 80, là, on avait du 20. On a eu du 1 point quelque fixe. Là, je pense pas qu'on va revenir à ces deux extrêmes-là. Puis en même temps, Claude, on parle de ça, puis on regarde le pic du taux directeur qu'on a obtenu. Les maisons, par rapport à aujourd'hui, étaient à des prix plus abordables qu'aujourd'hui. Oui. Fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de formule parfaite là-dedans. Non, puis tu sais, tu parlais de diversification, là. Beaucoup de jeunes viennent me voir pour acheter, on va dire, de l'immobilier. Ouais. Puis là, ils disent « Ah, j'en ai vu un pas cher. » Je fais « OK, pas cher, mais il est rentable ou non? » Ben, je ne sais pas. Puis là, mais je vais avoir les moyens de le payer si j'ai pas de locataire. Attends un petit peu, là. Ouais. Achète pas, on va dire, une entreprise. On va dire que de l'immobilier, c'est une entreprise que tu détiens. Exactement ça. Que tu vas prendre de ton argent personnel pour payer ça. Ouais. Donc, c'est supposé s'auto-financer. Tu es supposé tirer un profit de ça et je vais le revendre à profit. Donc, j'avais une discussion la semaine dernière avec justement un jeune couple. Puis là, il y avait un triplex à 700 000. Ils disaient, oh, on n'a pas les moyens. Oui, mais quand vous achetez un immobilier, la moitié des revenus que vous faites va être ajouté à vos salaires pour vous aider à vous qualifier. Ouais. Donc, un immeuble à 750 000, on va dire qu'il rapporte 30 000, puis qu'il y a des frais fixes de 22 000, vous faites 8 000 par année. Un immeuble à 250 000 qui vous rapporte 12 000 puis qui vous en coûte 11, le risque est beaucoup plus, plus risqué. Là. Ouais. On dirait que les gens le voient pas. Puis on le voit, là, tu dois l'avoir vu, il y a plein de monde là, sur les réseaux sociaux. Hey, acheter de l'immobilier, acheter des portes. Oui, mais attendez un petit peu. Là. Ouais. Mais en fait, il y a un phénomène nouveau en ce moment, c'est que dans le plex, là, donc vraiment duplex, triplex à l'infini, là, c'est qu'on a on est vraiment dans une séquence où la plus-value, elle est vraiment importante. Donc, on vend des immeubles avec une liquidité négative.
Donc, à ce moment-là, ça prend souvent des gestionnaires de portefeuille qui ont déjà une liquidité positive avec d'autres bâtiments, que c'est géré comme une entreprise, comme tu le disais d'emblée. Et à partir de là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens ou d'entreprises qui achètent puis qui essaient de profiter, en fait, de la plus-value court terme, chose qu'on n'a pas vue dans les dernières années, là. Exactement. Donc, comme je disais tantôt, il y a des opportunités pour plein on va dire, de types d'investissement. L'immobilier en fait partie, mais il faut être capable aussi d'être capable de gérer. Donc, quelqu'un qui, on va dire, achète, qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas d'aide pour faire les travaux, ça peut lui coûter quand même assez cher. C'est une forme de risque important. Puis d'ailleurs, on parle souvent des belles histoires en immobilier, mais on en voit des gens qui ont acheté des immeubles, qui les ont mal gérés, qu'on a vendus à perte. Hein? C'est rare que tu entends les gens dire j'ai fait un mauvais coup. Souvent, les gens vont plus miser sur leur bon coup. Je veux qu'on parle du taux directeur. C'est quoi ta vision pour les prochains mois? Parce que si on regarde où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'était dur de prévoir ça. Hein? Au début de l'année, il y avait plus de prévisions de baisse aux États-Unis qu'au Canada, et ça a été l'inverse. Donc, à un moment donné, on ne voulait pas baisser le taux pour ne pas perdre la valeur avec notre dollar. Donald Trump a fait des choses en sorte qu'on a perdu le contrôle. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont diminué. Là, le dernier coup, ils ne l'ont pas baissé. On va voir au mois de juin ce qui va se passer. Donc, tu sais, aux États-Unis, ça va pas bien, il ne bouge pas tant. Nous, ça va bien, puis il ne baisse pas. Donc, il y a ces deux choses, on va dire, contradictoires. Donc, on va le voir au mois de juin, ce qui va se passer. C'est ça qu'on se dit, on le sait pas. Bien, ils veulent le ramener à 2 ouais. Où ce qui est supposé d'être. Donc, ils le veulent entre 1 et 3, idéalement à 2. L'inflation actuellement, ça a l'air de quoi? Ça, c'est quand même contrôlé. Ouais. Donc, il n'y a pas de signe d'alarme quelconque là, à ce niveau-là. Donc, tu sais, les gens, souvent, quand ils vont nous appeler, ils vont nous poser une question, mais ils ne comprennent pas, on va dire, tout ce que ça va... l'importance que ça a autour. Donc, ils ont entendu un mot à la télé ou à la radio, puis là, ils nous appellent, ils disent il se passe quoi avec ça? Puis là, on leur demande c'est quoi vous voulez savoir par rapport à quel domaine? Puis là, on se rend compte que ce qui leur fait peur, c'est l'incompréhension, on va dire. C'est pas les mots qui ont été mis. Donc, je parlais avec une cliente la journée que Donald Trump a tweeté. Madame était inquiète. J'ai dit, ça se peut que quand Donald Trump va faire un tweet ou commenter, les marchés vont prendre 2 ou 3 % une journée. On l'a vu, là, la demi-heure qu'il a tweeté, qui reportait les 90 jours, là, des hausses de 10 % des indices boursiers en quelques heures. Mais le lendemain, quand la dame m'a rappelé, elle dit, je viens de comprendre. Donc, ce qu'elle ne comprenait pas, elle avait peur parce qu'elle ne comprenait pas comment les marchés fonctionnaient. Ouais. Quand je lui ai expliqué que Trump pouvait changer ça, puis elle l'a vu le lendemain, ça l'a comme un peu apaisé. Puis là, j'ai expliqué qu'elle n'avait pas une bonne portion de son portefeuille qui était exposée en action non plus. Donc, ça avait une moins grosse incidence. Donc, ça, c'est des choses que les gens... C'est la diversification, en fait, qui est prioritaire. Exactement. C'est juste de rester diversifié dans la tolérance qu'on veut. Donc, c'est pas de dire, hey, je veux tout vendre aujourd'hui, j'ai de l'immobilier, je veux tout vendre mon immobilier aujourd'hui. Pourquoi on veut tout la vendre? Ouais. Si c'est parce que c'était prévu depuis des années, puis que c'était un fonds de retraite, bon, vu que c'était planifié, on peut le faire, mais on fait pas de changement du jour au lendemain. Là. Autant dans les portefeuilles que dans l'immobilier, là. Il faut vraiment regarder c'est quoi l'impact, on va dire, fiscal et court terme, moyen terme, long terme, les gains en capital qui vont être déclenchés. Souvent, il y en a qui n'ont aucune idée l'impôt qu'ils vont avoir à payer. Puis quand ils savent, ils font comme, oups, ça fait un petit peu. Il faut revoir la stratégie. Avec ce que je dois, avec les commissions, ça n'arrivera pas. En fait, prochaine annonce du taux directeur, c'est le 4 juin. Oui. Ça s'en vient. Écoute, on comprend que là, tu me disais d'emblée qu'il voulait ramener le taux directeur autour de 2. Pour ça, est-ce qu'il faudrait que l'inflation reparte à la hausse ou ça prend d'autres indicateurs? Bien, si on se fie à ce qui se passe depuis le début de l'année, on ne pensait pas qu'il était pour baisser aussi vite que ça. Donc, on va voir rendu au mois de juin. Est-ce que selon toi, ils l'ont baissé trop rapidement? Non, parce que l'économie, présentement, avec les taxes qu'on a aux États-Unis, l'incertitude, il faut qu'ils mettent en place certaines choses. Donc, moi, je trouve ça normal qu'est-ce qu'ils ont fait. On le voit, là, les gens, sont un petit peu moins engorgés. Tout coûte plus cher. Là, l'épicerie, là, j'ai 2 adolescents, moi, qui jouent au football. Ouais. Quand je vais à l'épicerie, là, je la sens, l'augmentation. Là. Donc, il faut qu'ils mettent en place certaines choses pour aider les Canadiens. Il nous reste quelques secondes. Dans tes clients, est-ce que tu vois un peu d'incertitude, les chefs d'entreprise qui sont portés à moins investir ou comment tu le sens sur le terrain? Bien, ils vont moins investir, on va dire, dans leur entreprise. Donc, s'il y avait des rénovations à faire ou des réfractions, ils vont peut-être attendre un petit peu. Okay. Somme toute,
j'ai pas de grosses inquiétudes. Oui, il y a tout le temps les inquiétudes parce qu'on entend tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Cependant, là, je vois pas là, de grosses peurs ou de grosses En fait, paniques. ce qu'on sent, c'est que les gens reportent, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un autre boom économique qui s'en vient. Ça ressemble à ça. On verra, là, mais on voit là, que Donald Trump commence à prendre des ententes avec plusieurs pays. Il s'acharne, on va dire, sur nous au Canada, puis on comprend pas pourquoi on est un peu son punching bag, parce que on va voir avec la suite là, qu'est-ce qui va se passer. Mais en fait, il y a toujours moyen de réussir une bonne crise. Il ne faut jamais manquer l'opportunité d'investir quand c'est une crise parce qu'on achète très bas. Il faut aller à contresens. Exactement. Claude Hébert, gestion de patrimoine de l'équipe Hébert, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous expliquer un peu les états d'âme du marché qu'on essaie de suivre attentivement parce qu'au final, ça impacte notre quotidien à tous. Oui. Alors, je te remercie beaucoup de t'être déplacé. Je te souhaite une super belle avant-midi. Bien, merci toi aussi. Merci. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie. Ce matin, nous sommes avec Mme Hélène Gravel, femme d'affaires, propriétaire donc de la compagnie Hôtel à la maison. Bonjour Hélène, comment ça va? Bonjour Jean-François, ça va très bien toi-même. Ça fait longtemps que tu as eu le micro. Ça fait quelques mois. Oui. Quelques mois, oui? Oui, bon, tout à fait. On va voir si tu as perdu la twist ou pas. Ah, Seigneur, j'espère que non. Soyez indulgents. J'ai tellement de sujets, Hélène, que je veux aborder avec toi. Ce matin, une des entreprises que tu gères, c'est Hôtel à la maison. Mm-hmm. C'est la gestion de location ou entretien de propriété pour la location court terme. C'est bien ça? C'est bien ça, de la location touristique. Comment ça se passe? Écoute, ça se passe... deux choses. Oui. Ça a été tellement turbulent dans les dernières années avec la pandémie. Alors, avant la pandémie, je dirais que le marché était stable. Durant la pandémie, vous vous en souvenez, les gens voulaient des grands espaces. Alors, il y a eu des achats qui ont été faits à des prix fulgurants. Et aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent à avoir acquis une propriété et à voir, par exemple, le fait que les chalets sont loués, sont très bien loués, mais pas suffisamment pour que ça soit aussi rentable que ça l'a déjà été. Pour combler la dépense engendrée au remboursement de la dette. Absolument, okay. Absolument. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'il y en a plusieurs parmi ces gens-là qui n'ont pas été capables de suivre le rythme, qui ont dû vendre leur chalet, souvent, malheureusement, à perte. Oui. Aujourd'hui, le marché se stabilise. Là où il y a des bonnes nouvelles, c'est que les gens du Québec ne voyagent plus aux États-Unis. En tout cas, on sait depuis ce qui se passe notamment au sud. Et les chalets sont pleins pour l'été. Bon. J'aimerais qu'on revienne à la période pandémie parce qu'en réalité, Hélène, toi, tu as commencé avant tout ça. Tu étais quand même en avance sur le temps, dans le sens que personne n'aurait pu prévoir ce qui s'en venait. Mais je vais me souvenir quand même dans la période où la location était très forte de t'avoir présenté des propriétés et tu savais exactement ce qui était bon pour la location. En fait, tu avais vraiment une ligne très directrice, probablement ce qui vous a sauvé aussi. Bien, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas tant une ligne directrice que, je vais dire, du flair. Oui. Puis tu sais, souvent, les gens m'appelaient pour ça. Hélène, ça vaut-tu la peine d'acheter ça? En réalité, il y a effectivement des lignes directrices à suivre en ce qui concerne la location court terme. D'une part, la localisation. Il faut que ça soit de préférence proche d'un attrait touristique ou encore sur le bord de l'eau. Avec une vue. Avec une vue. Souvent, les gens m'envoyaient de beaux chalets, magnifiques. Oui. Et c'était de beaux chalets pour eux. Et moi, ce que je leur disais, essayez de vous détacher un peu, parce que ce n'est pas un chalet que vous achetez, c'est une business. Ouais. Alors, il faut prendre du recul puis se dire, est-ce que tous les atouts pour cette rentabilité-là... Pour attirer la clientèle. C'est ça, absolument. Okay. Et je dirais que 80% du temps, la réponse, c'est non. Alors, c'est pour ça c'est important de se dire, peut-être que ce chalet-là, je l'adore. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous achetez un chalet pour la location, peut-être que vous allez y passer 5% du temps. Alors, c'est pas pour vous que vous l'achetez, c'est pour faire de l'argent avec. C'est pour que ça soit rentable. Et ça, c'est pour que ça soit un chalet qui prenne de la valeur. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui me disaient, on n'a pas vraiment les moyens d'acheter une résidence secondaire. Mais en faisant une location court terme, on va être capable de s'amuser à travers ça. Mais en réalité, c'est vraiment une entreprise. C'est une entreprise parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer autour. D'où la raison de certaines entreprises qui sont nées, comme Hôtel à la maison, où là, ça a commencé par mes acquisitions à moi. Oui. Tu sais, Hôtel à la maison est né parce que j'ai commencé par acheter un condo dans le Vieux-Québec, puis je n'étais pas satisfaite de la gestion, alors qu'on m'avait promis 90% de taux d'occupation, j'en avais peut-être 20.
Et c'est là que j'ai découvert Airbnb. J'ai pris mon condo, je l'ai mis là-dessus, puis je me suis mis à le gérer toute seule. On a fait l'acquisition d'un chalet dans Charlevoix. En quelle année, Hélène? Oh, ça fait 10 ans. 10 ans déjà? Oui, 10-12 ans, oui. Et le condo de Québec, mes voisins me demandaient comment ça fait que c'est toujours plein chez vous. Bien, j'ai dit, je m'en occupe. Puis, ce que j'avais fait, c'est que le centre d'appel de Continuum, qui place des infirmières... Une autre entreprise que tu gères? Qui est ouvert la nuit, je leur avais dit, écoutez, vous allez prendre les demandes de location la nuit parce que les Européens sont en train de vouloir booker. Fait que ça me donnait un gros coup de main. Oui. J'utilisais quelque chose que j'avais déjà pour rendre plus efficace cette petite entreprise qui n'en était pas une encore. Mais à un moment donné, les voisins, le bouche à oreille, Hélène, tu peux-tu nous le gérer, puis tout ça, puis c'était le fun, 2, 3, 4, mais à travers tout le reste, c'est devenu, je n'étais plus capable de le gérer moi-même seul, parce que là, tu gères les urgences. La personne se perd, t'éteins les feux, il manque du propane dans le barbecue, l'entretien ménager est mal fait. Il y a toutes sortes de petites choses qui font en sorte que si tu veux donner du service à la clientèle, il faut que tu sois présent de jour comme de nuit. Les gens doivent écouter ce que tu dis, Hélène. Là. Pour ceux qui rêvent de faire ça, c'est tellement vrai ce que tu dis. Oui, ça semble très facile alors que ce ne l'est pas. Ça peut l'être si tu veux donner un service très moyen, mais ça ne peut pas l'être si tu veux justement que ta marque de commerce soit bonne. Ben moi, avec un service moyen, tu peux pas avoir de la business à long terme. Ben de toute façon, c'est comme n'importe quel business. Ouais. Si tu te contentes de... Ben, tu ne dureras pas longtemps. Exact. Ça, c'est clair. Fait que c'est pour ça qu'une fois qu'il y a eu, j'avais peut-être une dizaine de propriétés que je gérais pour m'amuser. Et là, la journée où je me suis dit, ben, je ne m'amuse plus vraiment, où je n'ai pas le temps, c'est là qu'on a fait une entreprise à part entière. Puis j'ai demandé à l'époque à mon directeur ressources humaines qui aimait beaucoup ça. J'ai dit, écoute, si ça te tente, tu deviendrais DG de ça, puis on va le monter ensemble. Okay. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à un peu plus que 200 propriétés à travers le Québec. Mais ce qui m'importait, c'est qu'il faut toujours donner la même qualité. Est-ce qu'on en fait des erreurs? C'est sûr. C'est humain. Puis souvent, tu fais une gestion avec des propriétés qui sont plus loin. Et j'ai voulu on a voulu donner beaucoup plus de services sur le même toit, la conciergerie, l'entretien ménager. On met vraiment en avance sur, dans notre cas à nous, au-dessus de 30 plateformes à travers le monde, les chalets pour qu'il y ait le plus de visibilité possible. Fait que c'est ce qui fait en sorte que ils rayonnent un peu partout et qu'ils ont plus de chances de se louer rapidement. L'autre chose, c'est que notre service de home staging, je t'ai venu parler ici, ben c'est là que ça fait toute la différence. Un chalet qui a tous les avantages dont je parlais tantôt, c'est-à-dire une vue, etc., supposons que le chalet il est très ordinaire parce que la personne qui l'habitait a acheté sur Kijiji son divan et ses meubles, ça se louera pas beaucoup. Parce que là, tu as devant toi plein de concurrents qui ont mis le paquet pour que ça soit beau. Il faut que le tien soit encore plus beau. Pour attirer le cocooning un peu, hein? C'est ça? Absolument. En fait, c'est un peu ce que tu me disais. Mais en fait, oui, on a le site, mais on n'est pas capable de créer l'ambiance désirée, en fait, pour la clientèle. Alors, c'est le combiné des deux, finalement. C'est le nerf de la guerre, en fait. C'est ça. Les choses qui sont incontournables pour moi, le spa. Parce qu'il y a encore, tu sais, les gens, ils veulent vivre une expérience qu'ils ne vivront pas chez eux. Il y en a qui en ont des spas chez eux, mais il y en a plusieurs qui n'en ont pas, notamment les gens qui vivent en appartement, en condo. Ça, c'est un plus. Ouais. Et on sait que pour 2 chalets similaires, le chalet qui a un spa va louer 30 fois plus que l'autre. 30 % de plus que l'autre. Okay. Alors, ça vaut la peine d'investir 7-8 000 $ dans un spa. Il va être rentabilisé assez rapidement. L'autre chose, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, la décoration, il faut mettre du punch. Et c'est pour ça que souvent, si toi, t'aimes le vert, mais qu'on te dit, c'est pas nécessairement la couleur qui va attirer l'œil, il faut être en mesure de prendre du recul et de dire, c'est pas pour moi. C'est pour la grande majorité des gens qui vont vouloir venir chez nous en vacances. Hélène, tu me parles de tout ça et moi, dernièrement, j'ai eu, en fait, certaines résidences secondaires à vendre où les gens, en fait, avaient fait l'acquisition, une mauvaise acquisition. Ils ont mal vérifié le zonage, la réglementation. Ils ont commencé à faire de la location court terme, donc moins de 31 jours. Donc, lorsqu'on vend, on loue moins de 31 jours, on doit charger TPS TVQ. Ça devient, en fait, une exploitation commerciale. C'est une business, c'est une entreprise. Et là, en fait, ce qui arrive, c'est que les gens ont acheté une résidence secondaire non taxable. Le jour où on veut la revendre, ce bien-là devient taxable. TPS TVQ applicable. Oui.
Par contre, souvent, ce qu'on va dire, c'est que si vous arrivez avec vos numéros de TPS, TVQ, que vous en faites de la location court terme avec votre propriété et que vous souhaitez en faire encore quand vous l'achetez, vous arrivez avec votre numéro de TPS, TVQ, vous ne serez pas obligé de décaisser les taxes. Oui. Par contre, si vous achetez une propriété qui, elle, est utilisée à des fins résidentielles, qui est non taxable et que vous commencez à en faire une exploitation commerciale, là, à ce moment-là, vous rendez le bien taxable. Oui, parce que vous percevez les taxes à chaque location. Mais, Jean-François, il faut que je te dise ceci, parce que tu as bien fait d'en parler, c'est que si on achète une propriété qui n'est pas taxée, donc qui n'a jamais fait de location court terme, il faut s'assurer au préalable, auprès de la municipalité, que le secteur où vous êtes, vous avez le droit d'en faire de la location court terme. J'ai eu trop de clients, j'ai connu trop de gens qui étaient emballés d'avoir acquis une propriété parce que les anciens propriétaires en faisaient et que malheureusement faisaient de la location court terme et malheureusement, la municipalité avait changé son zonage et que là, c'était interdit de faire 31 jours et moins. Alors, si vous voulez vous lancer dans la location court terme, assurez-vous que le zonage le permet. Et par la suite, une fois que vous avez votre papier de la municipalité qui vous dit oui, c'est un secteur qui vous permet de le faire, vous obtenez votre permis de la CITQ et ensuite vous commencez. J'aimerais avoir quelques précisions là, parce que ce que tu me dis là, je l'ai vécu. Maintenant, quelqu'un vient me voir puis je veux acheter. Est-ce qu'on est capable d'obtenir une garantie à long terme qu'on va pouvoir continuer l'exploitation? Parce que là, j'ai l'impression là, qu'il y avait des droits acquis, il y a des villes qui ont changé de leur fusil d'épaule. Il est arrivé certaines situations sur l'île de Montréal où il y a eu un incendie, il y a eu des décès. Là, ils ont changé la réglementation. Est-ce que, selon toi, ça devient un peu à risque? Bien, malheureusement, à part les impôts puis la mort, il n'y a pas grande certitude dans la vie, si on le sait. Mais normalement, il y a un droit acquis pour les personnes qui détiennent leur permis de la CITQ. OK. Et si jamais ces choses-là changeaient, ça serait fortement contesté. Et c'est déjà arrivé, puis ça a été gagné par le propriétaire, entre autres. Là. OK. À moins que les villes, certaines municipalités, pas toutes, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les municipalités réalisent l'effet fiscal positif de la location court terme, particulièrement dans certaines régions. C'est vrai. Alors, les jeunes familles qui visitent, qui voyagent, ils n'ont pas nécessairement les moyens d'aller à l'hôtel, qui était leur seule option auparavant, avant que la location court terme soit populaire. Alors, ils le voient. Il y a des gens qui n'auraient jamais pu se payer des voyages en Gaspésie, par exemple. Donc, tout ça pour dire que ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils vont mettre des règlements que si jamais on a une plainte, vous avez un avis. Si jamais on en a 2, vous avez un autre avis. Puis s'il y en a 3, c'est terminé, on vous enlève votre permis. OK. C'est tellement aléatoire parce que si ton voisin ne t'aime pas ou lui, il n'en fait pas de location court terme puis il est tanné de te voir en faire. Parce que c'est probablement cette personne-là qui est la plus à risque dans l'entourage. En fait, c'est parce que c'est souvent lui qui va porter plainte pour des raisons qui, en bout de ligne, ne sont pas nécessairement très sérieuses. Alors, il faut faire attention. Puis jusqu'à présent, les rares municipalités qui ont décidé d'agir comme ça n'ont pas eu de gain de cause devant, par exemple, un tribunal. Fait est-ce que c'est un risque? Ce sera toujours un risque. Oui, c'est ça. Mais à mon avis, c'est un risque calculé qui en vaut la peine. Parce que bien géré, bien trouvé, parce que c'est quand on achète qu'on fait de l'argent. Il ne faut pas l'oublier. Il faut bien acheter. Il faut très bien acheter, il faut bien décorer, il faut se trouver un endroit bien localisé. Mais une fois que vous avez tout ça en main, puis vous pouvez décider de le gérer vous-même ou vous pouvez décider de le donner à un gestionnaire, c'est, selon moi, encore une fois, le meilleur investissement que vous ne pouvez pas faire. Donc, pour ceux, en fait, qui souhaitent acheter, par exemple, une résidence, appelons-la secondaire, qui est déjà taxable, donc qui a déjà été exploitée, je le sais qu'actuellement, ce n'est pas toutes les institutions financières qui financent ça ou qui ne considèrent pas, en fait, les revenus effectifs dans le calcul de ratio d'endettement des acheteurs. Est-ce que tu as senti ces changements-là aussi? Ouais? En fait, ce n'est même pas des changements, ça a toujours été. L'histoire, c'est qu'on en parlait très peu parce que c'était quand même assez marginal, la location court terme. Fait que tu sais, tu avais un bon crédit, tu allais voir ton banquier, il s'en foutait un peu de la raison pour laquelle tu voulais acheter. Aujourd'hui, parce que c'est devenu quand même, sans dire une mode, mais c'est beaucoup plus usité qu'auparavant,
Bien, là, les banquiers ont décidé de mettre des normes. Et il y en a qui refusent tout simplement. Il y en a qui décident d'accepter, mais là, ils vont demander une mise de fonds de 40 40 de jeunes investisseurs, c'est pas facile lorsque tu achètes... En même temps, Hélène, on va se le dire, en bas du $1 million, il n'y a plus grand-chose d'excitant. Là. Il y en a encore. Et c'est pour ça que je dis, il y en a encore, même que je dirais, il y a eu une baisse de 10 dans la valeur des chalets locatifs, peu importe les régions, toutes régions confondues. Tu l'as senti. On le sent parce que, tantôt, je parlais des gens qui avaient acheté pendant la pandémie où les prix ont fait comme ça. Ouais. Ben, c'est intenable. Donc, ces gens-là, parce qu'ils voulaient vendre, parce qu'ils n'étaient plus en mesure de conserver leur chalet, ils ont dû faire des concessions. Puis, en bout de ligne, on se retrouve à peu près avec une baisse de 10 des prix d'achat aujourd'hui de ces chalets-là. Fait qu'il y a une opportunité. Il y a aussi l'opportunité qu'il y a eu une hausse des taux d'intérêt, puis là, il commence à avoir une baisse du taux d'intérêt, peut-être encore une autre baisse au mois de juin. Le momentum est là. Ça commence à être intéressant. Alors, ça vous excite la location court terme, faire de l'investissement. Restez à l'écoute. On va prendre une petite pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Nous sommes de retour avec Mme Hélène Gravel, hôtel à la maison, femme d'affaires reconnue. Bonjour, Hélène. Bonjour. On peut en ajouter d'autres termes, si tu veux. Mon Dieu Seigneur, on va se limiter à ça pour aujourd'hui. Parce que c'est un reflet de mon âge, si tu continues. Hélène, merci d'être là. Écoute, on a parlé longuement de la location court terme. Puis on le sait qu'à l'émission, beaucoup de jeunes écoutent l'émission. Là, les gens, je vois les jeunes qui m'arrêtent parfois lors d'occasion, disent hey, merci, on aime le show, c'est vraiment le fun. Mais on voit vraiment que les jeunes sont attirés vers l'immobilier. L'achat de résidence pour la location court terme. Pour les jeunes qui commencent, là, on a-tu des conseils à leur donner? On a-tu des choses à leur dire? Faites attention. Bien, le premier conseil, c'est de les encourager à le faire. Oui, hein? Parce que pour moi, oui, puis ensemble. Tu sais, quand je parlais plus tôt de certaines banques qui exigent 40 de mise de fonds, c'est pas facile à trouver. Quand tu es jeune, on regarde autour de nous, les jeunes aujourd'hui ont de la misère à acquérir une maison. Alors, imagine une résidence secondaire dans le but d'en faire la location, ça prend beaucoup d'argent au départ. Alors, je les encourage à se mettre ensemble, en groupe, à se former une petite compagnie, à acheter le premier, parce que je suis encore convaincue que ce sera le meilleur investissement de leur vie. Et souvent, ce que j'ai vu, en fait, la majorité du temps, tu commences par un, puis tu en achètes un deuxième. Ouais. Et surtout, s'ils sont 4, ils vont être capables. Parce que c'est le premier qui est le plus difficile à acheter. Oui, c'est clair, parce que c'est comme acheter n'importe quoi. La banque va te regarder, c'est quoi tes actifs. Souvent, quand tu as 30 ans, tu n'en as pas beaucoup. Mais au fur et à mesure, ça devient ton actif premier. L'expérience. L'expérience. Ouais. Et quand il y a plusieurs personnes qui gèrent un bien, si vous vous entendez bien, vous pouvez vous donner une responsabilité de gestion dans tout ça. Vous n'aurez peut-être même pas besoin d'engager des gens, à moins que vous ayez un salaire, un travail qui vous prend beaucoup. Mais ce sera toujours un excellent placement. Et ce que je dis aussi, c'est que si vous en profitez 5 % du temps, c'est quand même plus agréable que de mettre de l'argent dans votre REER, que tout ce que vous voyez, c'est que ça monte ou ça baisse. De ce temps-ci, ça baisse plus que ça monte. Mais... Il vaut mieux en rire. Ben écoute, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Exact. Alors que ton chalet, tu as le choix de l'améliorer, tu as le choix de mieux le décorer. Et ça va avoir un impact direct sur sa rentabilité parce que là, tu vas voir qu'il y a plus de gens qui y vont. Puis en même temps, Hélène, tu dis que nos REER, la valeur diminue, mais en même temps, l'impact de la diminution, c'est les politiques étrangères. Ben oui, c'est clair. Puis qu'à l'inverse, ça vient profiter à votre marché de location court terme en ce moment. Bien, c'est drôle, hein, parce que j'ai demandé aux gens d'Hôtel à la maison, j'ai dit, quand vous voyez des gens qui viennent de l'étranger, pouvez-vous leur demander, juste un mini-sondage, là, pas scientifique du tout, mais pourquoi ils viennent au Québec? Pourquoi? Et on avait l'intention d'aller en Californie, on avait l'intention d'aller en Floride. Avec ce qui se passe, on n'y va pas. Ça, c'est la première raison. Donc, je ne veux pas aller aux États-Unis. Deuxième raison, et ça, c'est intéressant, c'est que plusieurs personnes ont de l'admiration pour ce que les Québécois, les Canadiens ont fait lorsque Trump a dit « Vous allez devenir le 51e État ». Ils ont dit « Il n'y en est pas question, nous sommes fiers de qui nous sommes ». Puis là, il y a eu une montée de nationalisme canadien, chose qu'on n'a pas vue depuis des lustres. Personnellement, moi, je l'ai rarement vu. Et ça a eu beaucoup d'impact
sur le reste du monde. Tu sais, on a des Australiens qui viennent passer une partie de l'été au Québec. Ils n'auraient jamais pensé venir ici. Mais ils veulent nous saluer, ils veulent... C'est un petit peu comme les gens des États-Unis qui sont venus acheter au marché Jean Talon l'autre jour pour dire « Hey, on vous aime, puis on vous soutient, puis excusez-nous. » Bien, ces gens-là viennent simplement lever leur chapeau et dire « C'est ici qu'on va venir dépenser notre argent, vous le méritez. » Fait que finalement, le locataire de la Maison-Blanche nous a offert une belle visibilité mondiale. Ben, oui, puis là, en plus, il veut nous travailler sur un dôme, là, en tout cas. C'est... Mais je pense que peu importe l'impact positif que monsieur d'à côté peut avoir, on aurait préféré s'en passer. Alors finalement, là, si on fait un petit survol rapide, là, c'est pas un marché qui est comme un long fleuve. Hein? Il y a des hauts, des bas, des gens se découragent. Donc finalement, là, toi, tu as acheté avant la pandémie, tu as connu le sommet de la pandémie. J'ai vendu. Tu as vendu. À ce moment-là. Plusieurs de tes immeubles? Ah, j'ai vendu 3 chalets. Oui. Et j'en ai racheté 2 pas longtemps après. Est-ce que tu as regretté d'avoir vendu? Pas du tout. OK. Et là, en fait, on a connu quand même la fin de la pandémie. Les gens ont recommencé à voyager à l'étranger. Vous avez senti une diminution à ce moment-là? On a senti une légère, je dirais, là, tout de suite après la pandémie, où là, les gens ont dit, bien, on achète nos billets d'avion puis on s'en va. Mais là, c'est le retour du balancier, c'est l'inverse. Là, alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est du long terme, encore une fois. Tout à fait. Toujours. Tout à fait. Est-ce que... Ce qui part de façon sporadique revient. Oui. C'est sûr que c'est le retour du balancier. Là, ça, c'est l'âge de la maturité qui nous permet de comprendre ça. Mais quand on commence, on se le fait dire. C'est difficile à assimiler, mais c'est une réalité. Hein? Mais je veux dire, quand on est jeune, là, à un moment donné, il faut être capable de prendre des risques. C'en est un parmi tant d'autres. Mais à chaque fois que tu fais un pas en avant, c'est un risque que tu prends, peu importe dans quel secteur. Et moi, je le dis, je l'ai dit à mes enfants, je le dis à mes neveux et nièces, vous ne vous tromperez jamais. Et en plus, c'est le fun. L'immobilier, c'est le fun. C'est quelque chose, Jean-François. Ouais, c'est amusant. C'est amusant. On ne peut pas dire ça de tous les jobs. La routine n'existe pas. Jamais. C'est ça. Alors oui, moi, je les encourage en même temps dans un contexte qui n'est pas facile comme celui-là, où le prix des chalets demeure encore élevé, où les banques sont frileuses. Si vous êtes jeune, essayez de voir si vous ne pouvez pas faire ça. C'est un beau projet à faire en couple, avec des amis. Puis vous allez voir qu'après le premier, vous ne voudrez plus arrêter. Comment est-ce que tu sens le lobbying des marchés hôteliers qui vient? Parce qu'évidemment, c'est des parts de marché qui perdent par rapport à tout ça. Qui perdent. En fait, ça fait une éternité que le lobby des hôteliers travaille contre la location court terme parce que, comme je le disais avant, il n'y avait à peu près pas de concurrence. C'était les hôtels ou rien du tout, les petites auberges, mais tu sais, c'était rien de majeur. C'est sûr qu'ils ont les moyens, qui sont organisés, puis qui continuent à mettre des bâtons dans les roues à la location courte durée. Par contre, si moi j'étais un législateur, il y a quelques études qui ont été faites, notamment en Estrie, pour montrer l'impact économique énorme que la location court terme peut apporter, un impact fort positif, mais qui est manifestement pas suffisamment fort pour venir rétablir un peu le marché entre les hôteliers puis la location court terme. Il faut démontrer que les familles, c'est leur façon de voyager. Il faut démontrer que dans un contexte où les gens sont insécures, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont le goût de prendre des vacances, c'est la façon de voyager. Quand vous êtes une famille... offre de service totalement différente. Et certaines personnes, notamment les restaurateurs, l'ont bien compris. Tu sais, dans les régions où il y a une grande permissivité sur la location court terme. Je prends Charlevoix, par exemple. Les restaurateurs nous le disent, si vous n'étiez pas là, on aurait de la misère. Là. Tu sais, s'il n'y avait pas de location court terme, on aurait de la misère. Même chose pour les Laurentides. En Estrie, ça commence très fort aussi. Les effets collatéraux sont présents. Tout à fait. C'est une question politique, il ne faut pas l'oublier. C'est que si, par exemple, un groupe de citoyens se plaint parce que tout d'un coup, il y a eu un party dans une location court terme près de chez eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se plaindre à la ville. Ils vont dire ça n'a pas de bon sens. La ville va se plaindre au gouvernement. Et ainsi de suite, puis ça va faire boule de neige. Sans prendre en considération les acquis économiques que ça peut apporter. Alors, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. C'est important de préserver l'environnement en général, mais aussi de respecter le voisin. Il faut peut-être mettre des règles sans abolir totalement dans certains secteurs la location court terme.
On va entrer en élection municipale prochainement. Je pense que pour ceux qui sont propriétaires d'immobilier, location courte durée, je pense que de suivre les élections, c'est peut-être pas une mauvaise idée en soi, parce que souvent, on va associer la demande en immobilier avec les investisseurs qui vont mettre une pression sur la résidence principale. Actuellement, est-ce que tu as commencé à suivre un peu les élections? On est un peu tôt pour toi? Là, ou... Non, en fait, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe. Tu as déjà été candidate en quelle année? Tout à fait, en 2009. 2009. Tu sais, je m'intéresse naturellement à ce qui se passe autour de moi. Puis l'opinion que je peux avoir sur, par exemple, l'impact de la location court terme dans les municipalités, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est que, tu sais, moi, j'en ai des immeubles que j'ai mis en location Airbnb à Sherbrooke. On ne peut pas faire du court terme moins de 31 jours, mais on peut faire du 31 jours et plus, et c'est toujours plein. Oui. Parce que les gens ont besoin... il y a beaucoup d'entreprises qui logent leurs employés. Ça, il faut le dire. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il y a des entreprises qui essayent de voir de quelle façon ils peuvent avantager leur recrutement, c'en est un. En fait, c'est une nécessité dans une municipalité d'avoir ces services-là. Absolument. Ouais. Mais aussi, très peu, si je prends Sherbrooke, il y a très peu d'endroits, où tu peux faire de la location court terme, un petit peu sur le bord du lac Magog, puis c'est à peu près ça. Il faudrait penser ouvrir ça aussi. Maintenant, dans un contexte où il manque de logement, ça, c'est un casse-tête, là. Fait qu'il faudrait voir de quelle façon aménager tout ça. C'est sûr que du logement, Sherbrooke s'en prend de plus en plus. Oui, exact. Le patrimoine bâti, pour moi, est ultra important puis il a été mis de côté. On en parle beaucoup, Hélène. Hein? La SCHL prévoit ou demande 1 200 000 constructions d'ici 2030. Donc, c'est un nombre de portes phénoménal. La pression, elle est forte. Alors, puis j'ai eu la chance d'avoir 2 candidats à la mairie de Sherbrooke dans les dernières semaines qui sont venus aborder différents sujets. Les enjeux sont grands avec le plan nature, avec le moratoire. On a vraiment des enjeux de société vraiment importants. C'est sûr. Puis c'est toujours pas dans ma cour, hein? C'est toujours pas dans ma cour, puis en même temps, c'est un enjeu qui est le vieillissement de la population, l'importance, par exemple, d'avoir des services de proximité. Ouais. Ça, on en parle très peu maintenant, mais c'est une chose qui est réelle. Le peu dans ma cour ne devra plus exister. T'sais, il va falloir qu'on apprenne à cohabiter. Il faut accepter. Absolument. Ensuite, le patrimoine bâti qui n'est pas suffisamment exploité pour moi, pour changer les choses puis donner accès à plus d'appartements, de logements. Tu sais, quand on parle des logements à peu de frais, la construction coûte une fortune. Oui. Et la qualité des matériaux, souvent, laisse à désirer. Exact. Fait que c'est un éternel recommencement, alors qu'il y a des bâtisses un peu partout sur le territoire qui ont été solidement montées, mais qui auraient tout avantage à être transformées. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez non plus. Alors, écoute, Hélène, on va suivre ça attentivement. Écoute, que tu viennes nous partager tes expériences en tant que femme d'affaires reconnue. Niveau politique, évidemment, on parlait des demandes de permis, des autorisations de la municipalité. En fait, il faut vraiment considérer la globalité des dossiers avant de faire ces investissements-là. Dans l'obtention des permis, je dirais, là, puis tu sais, c'est drôle parce que le gouvernement actuel parle de ce mot-là, là, mais l'efficacité. Oui. Il va falloir qu'on réussisse à faire plus sans ajouter encore soit des ressources humaines ou autres. Ou des comités. Ah, mon Dieu, ça ne va pas partir là-dessus. Mais j'ai eu la chance d'avoir 2 candidats. Tout ce qu'on parle, c'est de ramener l'harmonie. Mais à un moment donné, l'harmonie, ça va vouloir dire efficacité. Parce qu'au final, Hélène, ce qu'on sent, là, c'est que la population en souffre. Mais tu sais, souvent, puis moi, je regarde ça, là, je regarde le réseau de la santé, bien sûr, l'éducation, tout ça. Puis là, on se parle de municipalité. S'il fallait qu'on gère, Jean-François, de la même manière, ça ferait longtemps qu'on aurait fait faillite. Oui, je te confirme. Oui. Alors, à un moment donné, c'est pas... S'il manque d'argent, c'est pas juste d'en demander plus, mais à un moment donné, je pense que c'est d'accentuer la productivité. Parce que, excuse-moi, mais il n'y en a plus d'argent. Exactement. Tu fais déficit par-dessus déficit, puis pourtant... Ni la quantité de tes services a augmenté. Fait qu'il y a un problème quelque part. Tu sais, moi, je regarderais ça comme tableau de bord, puis je dirais, ben là... Des fois, je me demande s'il y a un humain qui va réussir à faire changer tout ça. Demandons à Chat. À Chat!
Bonne idée. Hélène, vraiment, je te remercie d'avoir pris du temps. Toujours super intéressant d'avoir ces belles discussions-là avec toi. Je vais te souhaiter, en fait, des vacances ou une période estivale extraordinaire. Ouais, cet été, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Les vacances, c'est plus à partir du mois de novembre. Bon, alors tu as profité de tes investissements que tu avais fait à l'étranger. Oui, absolument. Saint-Martin. À Saint-Martin, c'est le paradis. Excellent. Lâche pas, toujours un beau rayon de soleil à l'émission. Je te souhaite vraiment une belle journée. Merci, toi aussi, Jean-François. Bye-bye. C'est déjà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Je tiens à remercier sincèrement mes deux invités, M. Claude Hébert et Mme Hélène Gravel. Un grand merci à mon ami Gilbert à la console. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi réécouter l'émission Les Dessous de l'immobilier en Estrie ou encore la partager avec vos proches en allant sur le site du 1077 Estrie dans la section rattrapage ou encore via l'application Cogeco sur la section balado. J'avais des commentaires, des suggestions. Vous pouvez m'envoyer un courriel à imoestrie@cogecomedia.com. On se retrouve samedi prochain dès 11h pour un nouveau segment des Dessous de l'immobilier en Estrie, alors que je vous laisse au bon soin de Priscilla Quirion qui vous accompagnera cet après-midi avec les classiques 80-90. Bonne fin de semaine. Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.